Bonjour, Emery Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur notre chaîne. Bonjour Nathan, merci pour l'invitation. Plaisir partagé pour pouvoir échanger sur toutes ces notions. Exactement. Et d'ailleurs, on va donc du coup échanger sur l'imagerie mentale, qui est quelque chose qui gagne beaucoup en popularité sur ces dernières années et qui paraît être un véritable outil extrêmement intéressant, que ce soit dans la prépa physique, en fait, au final, avec l'apprentissage d'un geste sportif spécifique en fait au sport pratiqué par l'athlète, mais ça va être également intéressant dans une optique de rééducation. On en parle de plus en plus dans la kinésithérapie, notamment pour en fait réapprendre des contractions qui peuvent être oubliées suite à des interventions chirurgicales. Donc voilà, nous on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Avant de commencer avec ma première question, hop, je vais vous laisser vous présenter, du coup, présenter votre activité, et ensuite on va pouvoir enchaîner. Ouais, alors brièvement, moi je suis professeur des universités à l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc je suis enseignant-chercheur, je partage mon temps entre l'enseignement et la recherche scientifique. Et le domaine à la fois de mes enseignements et de la recherche porte en grande partie sur les processus mentaux, et en particulier sur l'imagerie mentale ou l'imagerie motrice, et avec un éclairage un peu plus neurophysiologique, donc une entrée par les neurosciences sur ces processus mentaux pour à la fois comprendre les fondements de cette pratique et de cet outil, et en même temps essayer de déterminer les conditions les plus optimales de pratique, que ce soit, comme vous le disiez, dans le cadre d'une préparation physique pour un athlète ou d'un entraînement sportif, mais également dans le cadre de la rééducation fonctionnelle, du recouvrement des fonctions motrices, où cet outil est de plus en plus utilisé et promet enfin, des résultats très, très intéressants et très prometteurs. Ok, ok. Très intéressant. Donc du coup, on va commencer avec la première question. Ça va vraiment être une question générale, mais est-ce que concrètement, vous pouvez nous définir ce qu'est l'imagerie mentale? Oui, l'imagerie mentale, et en particulier l'imagerie motrice, si on parle de Ouais, on mouvement, peut mais faire la c'est différence. une forme particulière d'imagerie mentale, c'est finalement tout simplement la représentation mentale qu'on se fait d'un mouvement sans que ça débouche sur l'exécution réelle. Donc on se prépare à agir comme si on allait faire le mouvement, on construit probablement une partie, en tout cas, de la commande motrice, et par contre, il y a une forme d'inhibition motrice ou de facilitation incomplète de cette commande motrice qui fait que ça ne débouche pas sur l'exécution. Et finalement, imaginer un mouvement, c'est pratiquement comme si on allait le faire physiquement, à l'exception qu'il n'y a pas de rétroaction pas d'action en tant que telle. Mais on rentre vraiment dans une simulation motrice, c'est-à-dire qu'on va construire la représentation mentale du geste et on va le faire sur la base des différentes modalités sensorielles. Donc on va à la fois le visualiser, le percevoir, éventuellement entendre les sons qui sont associés au contexte et à la réalisation de ce mouvement, les sensations de toucher, etc. Donc on va vraiment construire ça de manière multimodale. Ok, d'accord. Très intéressant. Et est-ce que du coup, les techniques d'imagerie mentale, pardon, elles sont applicables chez tout le monde? Et est-ce qu'on va rencontrer voilà, des limites et comment éviter ces limites-là? Alors, elles sont bien applicables chez tout le monde. Il va y avoir des différences interindividuelles en termes de capacité d'imagerie. C'est-à-dire que la qualité, la clarté avec laquelle on va simuler mentalement le mouvement va être différente d'un individu à un autre. Pour autant, tout le monde est capable de faire cette pratique-là, sauf cas exceptionnels ou vraiment très particuliers, liés à des pathologies ou à des déficiences très fortes. Mais tout le monde est capable sinon d'imaginer son mouvement avec plus ou moins de facilité, plus ou moins d'efficacité. Donc ça soulève d'ailleurs un problème important, aussi bien pour les praticiens que pour les chercheurs, c'est celui de l'évaluation et de la capacité à aller explorer finalement ce qui se passe dans la tête de la personne. Donc trouver une manière d'objectiver finement la qualité et la capacité d'imagerie. Mais tout le monde est plus ou moins capable de le faire, va progresser relativement vite d'ailleurs. Et donc j'ai vraiment envie d'avoir une position qui dit que la très très grande majorité des personnes est éligible à cette forme de travail-là et peut en tirer des bénéfices. Les variations qu'on observe entre les individus est très vite compensée par une forme de familiarisation ou de pratique, et ça homogénéise un petit peu le niveau initial, et derrière on peut partir sur un entraînement alors qui sera ajusté à l'individu, mais tout le monde est susceptible de pouvoir le faire correctement. Donc, je pense que c'est une erreur un petit peu classique de vouloir déterminer ceux qui sont les plus propices ou les plus éligibles à cette forme de travail. Et au contraire, il faut plutôt l'avoir à très grande échelle, parce que s'il y a des différences interindividuelles, c'est quand même quelque chose que tout le monde est apte à faire et à développer. Ok, d'accord.
Donc ça, c'est déjà vraiment bien que cette technique du coup soit applicable à tout le monde. Et je vais reprendre du coup et rebondir sur ça, hein, ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'en rééducation, nous on va souvent retrouver en kiné des patients qui présentent des déficits d'activation et qui sont parfois impressionnants en fait à la suite d'interventions chirurgicales. Est-ce que là du coup, ça serait intéressant de mettre en place de l'imagerie mentale et comment en fait concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup en temps pour justement retrouver ces sensations et cette activité musculaire? Oui, oui, c'est très intéressant. En fait, on verra même que plus on peut commencer tôt, plus ce sera intéressant. Donc finalement, dans le cadre d'une inhibition motrice qui résulte d'une pathologie ou d'une lésion traumatique, dans le cas d'une immobilisation, même tout simplement, ça va être intéressant pour finalement compenser les conséquences néfastes d'une immobilisation ou d'une incapacité motrice. Et en particulier, une des formes de travail qu'on va aller chercher, c'est de simuler mentalement les contractions musculaires. Alors, je vais donner quelques exemples pour voir l'intérêt et la progressivité dans le travail. Mais pour le présenter de manière assez simple et assez schématique, le fait d'imaginer mentalement les contractions musculaires, ça va générer une réorganisation au sein du système nerveux, notamment dans le cortex moteur primaire. Et cette réorganisation, cette plasticité cérébrale, elle va permettre de déboucher sur une meilleure synchronisation des unités motrices. Et donc, du coup, ce qu'on va observer, c'est que les personnes qui s'engagent dans un travail de simulation mentale alors qu'elles sont blessées, qu'elles ne peuvent pas produire le mouvement, et bien finalement, elles vont entretenir en quelque sorte le schéma moteur, le programme moteur, et elles vont repartir avec un niveau de force plus élevé. Donc en fait, au final, on va diminuer la perte de force, on va limiter la perte de force et on va repartir avec un niveau de force plus élevé que si on faisait la rééducation classique. Alors, on ne va pas avoir de limitation de la fonte musculaire, hein, il n'y aura pas d'effet au niveau périphérique, on aura les mêmes conséquences. Par contre, sur les facteurs nerveux de développement de la force, on peut les présenter comme ça, on va repartir avec un niveau de performance plus élevé. Et on aura la même chose au niveau de l'amplitude articulaire. D'accord. Concrètement, ça va être des choses qui consistent, entre guillemets, tout simplement à imaginer des contractions musculaires. Donc, ce qu'on va proposer aux patients, c'est généralement au départ de partir sur des contractions très simples, donc des mouvements analytiques, des contractions isométriques ou des mouvements de flexion-extension, par exemple. Et ils vont simplement mobiliser mentalement, solliciter mentalement la partie du corps qui est blessée. Et ils vont le faire sur ces mouvements simples. Et puis progressivement, on va faire évoluer sur des mouvements un petit peu plus complexes, comme des mouvements de marche, de pédalage, des appuis unipodaux, des mouvements de pas chassé ou de saut. Et puis progressivement, derrière encore, des mouvements peut-être plus sportifs ou plus complexes. Toujours dans l'idée de mobiliser mentalement la partie du corps qu'ils ne peuvent pas engager physiquement. Et c'est cette compensation-là qui va être intéressante. D'accord. Ok, donc ça va être, en effet, ça va être très intéressant. Et donc, du coup, là, on parle d'imaginer la contraction musculaire, mais par exemple, pour rester sur les complications post-opératoires, des fois, on a par exemple les ischio-jambiers pour une intervention au genou qui vont être hypertoniques et hypertendus, qui peuvent entraîner un flessum de genou, notamment dans certaines pathologies. Est-ce que là, du coup, à l'inverse, on peut utiliser l'imagerie mentale pour détendre en fait le muscle souhaité? Oui, c'est une des forces de cette approche, c'est qu'elle permet vraiment de poursuivre des objectifs qui sont très différents, parfois même opposés. Et là, l'idée, c'est qu'on va plutôt travailler sur les sensations musculaires, sur les sensations liées à la détente, au relâchement, au fait de chasser les tensions, peut-être sur l'allongement du muscle, sur le fait qu'il recouvre sa position initiale, etc. On va plutôt orienter le contenu de la représentation mentale sur ces aspects-là, donc plutôt avoir une imagerie relaxante, une imagerie reposante, qui va avoir pour effet justement de contrer cette hypertonie des muscles et permettre justement ce relâchement musculaire. Si je fais un amalgame, c'est un petit peu comme le type de travail qu'on va retrouver dans des protocoles de relaxation où on va jouer sur ces contrastes entre créer la tension et créer le relâchement et être capable derrière de le manipuler mentalement et finalement de reproduire ou de revivre ces sensations musculaires, soit d'activation, soit de relâchement, mais de manière mentale, de manière simulée. Donc là, l'idée, c'est d'aller un petit peu dans ce sens-là et de faire en sorte qu'effectivement, on puisse aussi bien travailler sur la détente musculaire que sur la limitation de perte de force sur un autre groupe musculaire. D'accord, ok. Donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment pratique du coup parce que là, c'est vraiment deux objectifs qui sont complètement opposés comme vous disiez, et donc c'est vraiment un atout intéressant. Et en tant que kiné, des fois, on s'arrête souvent au fait que l'imagerie mentale c'est réservé un petit peu à quand l'athlète il est sur le terrain avec le prépa pour mieux performer ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous pourriez nous donner donc trois indications en fait d'utilisation, par exemple trois ou peu importe, mais des indications
d'utilisation d'imagerie mentale en rééducation ou pour le retour à la compétition, return to play, tout ça? Ouais. Alors là encore, ce qui est intéressant, et peut-être on peut l'avoir avec une entrée chronologique dans la prise en charge, parce que c'est un processus assez classique et assez bien structuré, cette prise en charge thérapeutique. Et en fait, l'imagerie va vraiment permettre à différents moments de poursuivre des objectifs qui sont très différents. Et c'est là, encore une fois, la force de cet outil, parce qu'on va pouvoir travailler sur l'individu, comme sur la récupération fonctionnelle, comme sur la notion d'anxiété, et on va pouvoir aller cibler comme ça des effets qui sont très différenciés, dont les contenus vont être complètement différents, donc il y aura même des modalités de pratique différentes, et à des moments différents. Donc pour vous donner quelques exemples, par exemple, sur le tout début de la prise en charge, on va peut-être axer davantage le travail sur l'individu, sur la douleur, l'acceptation de la blessure, le travail sur la douleur, atténuer la sensation subjective de douleur et faire en sorte que ce soit plus supportable et qu'on ait le sentiment de s'inscrire dans une dynamique de récupération qui est un petit peu plus positive. Et puis, plus on va progresser comme ça au fur et à mesure, et souvent c'est la douleur, le seuil qui permet de passer sur la deuxième phase, plus on va orienter le travail sur le versant fonctionnel et moteur. Plus vite on y arrive, mieux c'est. Et l'idée, c'est un petit peu à l'image de l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, ça va être d'aller solliciter mentalement sur des mouvements simples, de complexité progressive, les parties du corps qui sont blessées pour jouer sur la limitation de perte de force, d'amplitude. Ensuite, on peut continuer ce travail-là en le complexifiant et en ayant une sorte de double effet. Surtout si on a affaire à des sportifs, on peut leur demander de travailler sur de la motricité sportive. Ça va continuer le travail que j'appelle physiologique, de récupération fonctionnelle et physiologique en tant que tel. Et en même temps, ça va leur permettre de peut-être poursuivre un travail peut-être plus orienté sur de la technique gestuelle, sur de la technico-tactique, sur des enjeux qui sont plus en lien avec la pratique sportive. Et ça permet de faire le double effet. Alors, il y aura des règles à respecter, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où on va toucher la motricité sportive, il n'y aura pas d'approximation possible. Et puis peut-être une dernière illustration pour montrer encore une fois ce panel et cette diversité, c'est que sur le return to play, sur les phases de réathlétisation, on va pouvoir réorienter le travail sur une forme de conditionnement positif pour faciliter la reprise de l'activité, pour chasser peut-être les sensations de douleurs résiduelles, de gêne qui sont parfois réelles, parfois subjectives, parfois la peur de la rechute, l'anxiété de ne pas avoir complètement récupéré. Donc chasser un petit peu cet état d'esprit qui fait qu'on a parfois les pieds sur le frein alors qu'on a le feu vert de l'équipe médicale et que tous les voyants finalement nous indiquent sur le fait qu'on peut récupérer, reprendre l'activité correctement. Donc on peut jouer aussi sur ces paramètres-là et au final on n'est pas seulement sur le terrain. Si on fait pour finir l'amalgame avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec le préparateur physique ou l'entraîneur, on est sur le terrain, on travaille de manière intégrée. Là, ça va être vrai sur la partie intermédiaire. On va être avec les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, et on va travailler sur la récupération physiologique et fonctionnelle. Mais finalement, on peut aussi travailler avant et après, tout au long du processus de récupération. D'accord, ok, ouais. Donc c'est vrai on a vraiment donc cette chronologie, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, au final, on a même un petit peu de psychologie au final qui entre en jeu avec l'athlète qui lui se sent bien quand il est sur le terrain. Parce que c'est vrai que on parle souvent d'une blessure au ligament croisé antérieur, où souvent il y a énormément d'appréhension quand on revient à la compétition. Donc là, c'est vrai que ça peut être un Oui, véritable. tout à fait. On va aller cibler le fonctionnel, le moteur, mais aussi le psychologique, l'état d'esprit, le versant positif, le côté émotionnel, anxiété. On va aussi travailler sur ces dimensions-là, de manière complètement différente, mais on va aussi travailler sur ces dimensions-là. Ok, ok, très intéressant. Je vais élargir encore un petit peu le champ d'action de l'imagerie mentale. Mais est-ce que, par exemple, on a quelque chose d'un point de vue, que ce soit au final en kiné ou en prépa, qui va être important, c'est le temps de réaction. Est-ce que ce temps de réaction-là, on peut le travailler grâce à l'imagerie mentale aussi? Alors, on peut travailler sur la dimension temporelle. On ne va Ouais. pas forcément améliorer ce qu'on va appeler le temps de réaction à proprement parler, Mhm. mais on va pouvoir jouer sur peut-être la réactivité ou la capacité à moduler la transition entre différents types d'efforts, ce qui va donner la possibilité à la personne de gagner en vitesse, en puissance ou en explosivité, par exemple. Donc, il y a des prérequis. C'est un terrain qui est un petit peu délicat, mais c'est vrai qu'on va pouvoir jouer, par exemple, sur la transition entre deux phases de vitesse différentes pour peut-être accentuer une accélération et faire en sorte qu'on soit plus rapide ou qu'on réagisse de manière plus rapide, soit dans une prise de décision, soit dans une mise en action, par exemple. Ça D'accord. va nécessiter, par contre, un prérequis qui est indispensable, c'est une bonne maîtrise de la temporalité
de l'action simulée. Ça veut dire en gros qu'il faut qu'on ait une équivalence temporelle, une similitude temporelle entre imaginer un mouvement et effectuer ce même mouvement. Sinon, on s'expose au fait que la vitesse d'exécution réelle soit altérée par la vitesse d'exécution imaginée, mais au détriment de la qualité technique. Okay. Et en gros, ça déstructure un petit peu le geste sportif. Alors, c'est un peu moins grave dans un mouvement de rééducation parce qu'il n'y a pas de finalité d'efficacité comme sur un geste sportif. Mais la transposition au geste sportif, elle est importante. Et donc, du coup, on ne va pas vraiment gagner en temps de réaction, mais on va gagner en vitesse d'exécution ou en transition de temporalité entre deux phases. Et là, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et donc, on joue pour ça sur cette dimension temporelle parce que mentalement, c'est facile. Physiquement, c'est quelque chose qui est un peu plus délicat. Le tempo est souvent intégré et déjà bien automatisé. Ok, d'accord, très intéressant. Et pour on va prendre une pathologie qui est assez commune dans la kinésithérapie. On va parler entorse de cheville classique, entorse externe. Ça entraîne souvent des instabilités chroniques. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une pathologie aiguë qui se transforme quand elles ont des difficultés dans la rééducation, en instabilité de cheville chronique. Est-ce que dans ces cas-là, l'imagerie mentale, c'est pareil, ça peut être un outil. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à titre d'exemple pour justement essayer de pallier à ces phénomènes chroniques? Ouais, alors, à partir du moment où c'est chronique, c'est toujours un petit peu plus délicat, effectivement. Ouais. Les effets sont un petit peu plus, non pas modérés, mais complexes à aller chercher. Mais on peut tout à fait travailler, effectivement, sur ces notions de retrouver la stabilité, de renforcer la stabilité, de corriger une posture ou un mouvement pour justement peut-être favoriser un rééquilibrage musculaire ou une meilleure coordination motrice ou visuomotrice. On va pouvoir travailler sur cette réactivité musculaire, hein, si on a un déficit ou peut-être un décalage temporel sur une chaîne d'action. Donc, on va pouvoir cibler le travail mental de manière extrêmement spécifique sur une chaîne musculaire, un muscle ou une partie du corps pour jouer sur ces rééquilibrages-là. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Ok, donc très intéressant au niveau des entorses. Et dans un autre contexte que la rééducation ou la performance, c'est la prévention des blessures. Parce que souvent, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui gagne en popularité dans les études, etc. Il y a de plus en plus d'événements à propos de la prévention des blessures. Est-ce que là, on pourrait mettre en place des stratégies avec l'imagerie mentale pour prévenir les blessures, tout simplement? Ouais, alors là, on rentre dans une logique qui est un peu plus prophylactique et de prévention. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et effectivement, l'adage dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et quand on est en mesure de le faire, c'est toujours plus intéressant. Donc, oui, on peut proposer des choses avec la limite conceptuelle qui est de pouvoir évaluer l'efficacité de ce qu'on propose. Parce que c'est très difficile de pouvoir affirmer que la mise en place d'un travail mental va contribuer de manière significative et prouvée à la prévention des blessures, par exemple. Rien ne nous garantit que sur un protocole donné, le fait de ne pas avoir mis en place ce travail mental aurait fait que les sportifs se seraient blessés ou inverse. Donc, c'est assez difficile à évaluer. Toutefois, il y a quand même des choses qui sont intéressantes en termes de prévention, justement, sur de la correction posturale, sur de l'amélioration ou du rééquilibrage sur des phases de réception, par exemple, sur des chaînes de coordination musculaire qui sont affectées ou sur lesquelles on sait qu'il y a une faiblesse. Ça peut être intéressant de travailler sur ces dimensions-là. Pour donner un exemple, on avait, alors c'est un exemple un peu différent, mais on a eu l'occasion de travailler sur le syndrome de la coiffe des rotateurs, qui est une tendinopathie dégénérative au niveau de l'épaule. Et on a eu l'opportunité de travailler avec des personnes qui étaient au stade 2, qui est un stade a priori qui correspond à une phase de transition. Certains chirurgiens opèrent, d'autres sont encore dans l'attente, mais on n'est pas loin de passer sur la phase où ils risquent d'être opérés. Et donc, on a mis en place un travail mental sur des mouvements relativement simples, des contractions musculaires, des élévations de l'épaule dans les différents plans de l'espace, des lancers à bras cassés, enfin des gestes assez simples. Et ce qu'on a observé, c'est au-delà d'une diminution de la douleur, c'est une récupération de l'amplitude articulaire chez les personnes qui avaient fait de l'imagerie comparativement aux personnes qui avaient fait une rééducation classique et une activité neutre de durée équivalente. Et ça nous montre, il n'y a pas énormément d'études qui vont dans ce sens-là, mais il semblerait que ça permette de montrer une forme de prévention secondaire des conséquences aggravantes de la blessure. Donc on n'est pas sur une vraie prévention, on ne peut pas affirmer qu'il y aura une prévention de l'atteinte, et donc de la blessure, mais il y a quand même une prévention des conséquences aggravantes qui pourrait contribuer à la fois à un meilleur recouvrement des fonctions motrices, mais également à peut-être une logique prophylactique qui pourrait diminuer le risque de blessure de ces personnes-là.
Alors idéalement, ça aurait été génial d'aller enfin, de regarder sur du long terme pour voir dans quelle mesure, à terme, les personnes qui ont bénéficié de ça ont mieux récupéré et que les autres, par exemple, ont été opérées, ce qui montrerait voilà, une vraie prévention secondaire, en tout cas sur le plus long terme. Donc on n'a pas été jusque-là, mais dans l'esprit, il y a quand même des résultats qui sont prometteurs, qui sont intéressants, qui vont rester par contre assez difficiles à évaluer malheureusement. D'accord, ouais. Donc c'est un petit peu ça du coup l'objectivité en fait de soit la progression de l'efficacité en fait de l'imagerie mentale qui est compliquée du coup forcément puisque je pense quand on va chercher des mécanismes aussi profonds dans le cerveau, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué que de regarder avec un goniomètre une progression dans l'angle quoi. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Euh, je rebondis aussi du coup sur une dernière question. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez des projets en cours ou des études que vous menez par rapport à l'imagerie? Alors oui, on a une ligne scientifique qui est dédiée, on va dire, au travail et à l'étude de l'imagerie dans un cadre thérapeutique et de récupération fonctionnelle des capacités motrices. Donc on a eu l'occasion, par exemple, de travailler de manière assez approfondie chez des patients tétraplégiques, chez des personnes amputées du membre inférieur, donc sur des pathologies assez lourdes, très différentes d'ailleurs. Et on a aussi eu l'occasion de travailler sur des pathologies un petit peu plus traumatiques, comme on peut observer chez les sportifs. Donc on l'a dit, rupture du ligament croisé antérieur, pose de prothèse totale de genou. On a un protocole actuellement en cours, alors je ne peux pas trop en parler, mais sur l'épaule également, sur l'idée étant la logique est toujours la même, c'est-à-dire de montrer qu'il puisse y avoir un effet et que ce soit bénéfique pour le patient d'utiliser cette approche-là pour mieux récupérer, par exemple, ou éventuellement récupérer plus vite, parce que ça, ce n'est pas systématique non plus. Et en même temps, essayer de définir les meilleures modalités de pratique pour non pas protocolariser, parce que chaque tableau clinique est différent et il ne faut pas rentrer dans un cadre trop défini, mais essayer de trouver les meilleures modalités de pratique, les plus optimales, pour que ce soit le plus bénéfique possible pour les patients. Donc là, l'idée, c'est aussi d'essayer de comprendre dans le programme qu'on a en cours chez les personnes qui sont atteintes au niveau de l'épaule, comment et dans quelle mesure le travail mental va être efficace et comment l'intégrer de manière la plus optimale possible dans les processus de rééducation le plus tôt possible et le plus efficacement possible. D'accord, ok. Très intéressant. En tout cas, on a hâte de découvrir ça. Et voilà, donc j'en ai terminé avec mes questions. Merci beaucoup. Je pense que ça va être c'est un sujet vraiment intéressant que du moins nous, chez Neuroextreme, on aime vraiment parler de l'imagerie mentale parce que ça a vraiment c'est un outil qui est très puissant, je pense, même si on a du mal, comme vous le dites, à évaluer l'objectivité sur l'efficacité, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc on invite tout le monde à se renseigner plus sur Ouais, l'imagerie. ouais, merci à vous. C'est vrai que peut-être pour conclure, c'est un outil qui est facile d'accès, qui Oui, est très peu coûteux, qui est très autonomisant pour le patient et la personne qui l'utilise, et qui a vraiment une diversité des bénéfices qui est assez forte. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose dans le rapport investissement-rentabilité et ce que ça coûte soit en temps, en effort ou financièrement en termes de travail, c'est vraiment un outil qui est intéressant, qui apporte de bons résultats et qui est facile à mettre en œuvre. ok, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Emric, pour cette intervention. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci à vous. Merci. I travel there, looking around for you. I kiss you there, longing for you.